C'est avec ses petites mains innocentes que ma petite fille de 6 ans a démantelé 25 années de mariage en une seule phrase. Et aujourd'hui, je remercie Dieu pour cela chaque jour. Bonjour, je m'appelle Yvette Dubois. J'ai 86 ans et je vais vous raconter une histoire que j'ai gardée dans mon cœur pendant longtemps. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. D'où me regardez-vous? Commentez ci-dessous. J'adore savoir qu'il y a des gens de toute la France qui écoutent mes histoires. Je suis née en 1939 dans un petit village appelé Saint-Martin, dans la campagne normande. C'était un endroit où tout le monde connaissait tout le monde, vous voyez? Où les nouvelles se répandaient plus vite que l'eau de pluie. Mon père avait une petite ferme où il cultivait un peu de tout, et ma mère, en plus d'aider aux champs, cousait pour les autres. J'ai grandi en croyant que le destin d'une femme était de se marier, d'avoir des enfants et de s'occuper de la maison. Il n'y avait pas beaucoup d'options pour les filles comme moi à cette époque. J'ai étudié seulement jusqu'au certificat d'études, car l'école était loin et mon père disait qu'une femme n'avait pas besoin de beaucoup d'instruction, juste d'un bon mari. Ce sont ses mots, pas les miens. À 18 ans, en 1957, j'ai rencontré Marcel lors d'un bal paroissial. C'était un beau garçon, travailleur, 5 ans plus âgé que moi. Il avait une façon confiante de parler, un sourire facile qui m'a conquise. Après 6 mois de fréquentation, toujours accompagnée par ma mère, car une jeune fille convenable ne restait jamais seule avec un garçon, nous nous sommes mariés. La fête était simple, dans le jardin de la maison de mes parents. J'ai porté la robe que ma mère avait cousue pendant des mois, économisant chaque franc pour acheter du bon tissu. Marcel portait un costume emprunté à son beau-frère. Nous étions pauvres, mais pleins de rêves. Au début, nous avons habité dans une petite chambre à l'arrière de la maison de sa mère, pendant que nous économisions. Marcel travaillait comme aide-maçon, et les week-ends, il vendait des légumes sur un petit étal improvisé sur la place de l'église. Je faisais des lessives pour les autres, je faisais le ménage chez les familles plus aisées du village. Notre première fille, Sophie, est née quand j'avais 19 ans, en 1958. Ce fut un accouchement difficile, à la maison même, avec Madame Bertrand, la sage-femme. J'ai failli partir pour un monde meilleur, mais Dieu a voulu que je reste pour raconter cette histoire. Puis est venu Pierre en 1960 et le petit dernier, Thomas, en 1963. La vie était dure, mais nous tenions bon. Avec l'argent que mon père m'a laissé à sa mort, en 1965, nous avons acheté un petit bout de terre à la périphérie du village. C'était un terrain avec une petite maison simple, mais la nôtre. Là, nous cultivions de tout. Pommes de terre, carottes, maïs, haricots, et nous avions quelques poules et quelques cochons. Marcel a eu l'idée d'agrandir notre étal au marché qui avait commencé à fonctionner dans le village. Chaque samedi, il partait à l'aube, vers 5 heures, pour tout installer et s'assurer une bonne place. Avec le temps, notre petit étal s'est développé. Nous ne vendions pas seulement ce que nous cultivions, mais nous achetions à d'autres producteurs pour revendre. Je restais à la maison pour m'occuper des enfants, du potager, des animaux, et pour préparer les conserves que nous vendions également, cornichons, betteraves, carottes. Malgré le travail dur, je me sentais accomplie. Nous avions notre petite maison, nos enfants grandissaient forts et en bonne santé. L'affaire marchait bien. À cette époque, être une bonne épouse signifiait ne pas questionner son mari, lui faire aveuglément confiance et veiller à ce qu'il ait toujours des vêtements propres, de la nourriture sur la table et une maison en ordre. Et je faisais tout cela avec le sourire, croyant que je construisais une bonne vie pour ma famille. Les années ont passé. Sophie, notre fille aînée, était une belle jeune fille, mais au caractère bien trempé. Elle avait le même sourire facile que son père et mon entêtement. À 17 ans, en 1975, elle est tombée amoureuse de François, le fils du pharmacien du village. Un beau garçon, éduqué, mais avec la réputation d'aimer faire la fête. Marcel et moi n'approuvions pas vraiment cette relation, mais Sophie a toujours fait ce qu'elle voulait. Un dimanche après-midi, elle est rentrée à la maison en pleurant. Elle était enceinte. François, quand il l'a appris, a voulu disparaître. C'est Marcel, mon mari, qui est allé le chercher et, comme on disait à l'époque, l'a obligé à réparer le mal fait. Ils se sont mariés à la hâte, lors d'une petite cérémonie, rien de semblable à ce que j'avais rêvé pour ma fille. Claire est née en 1976, une belle enfant,
avec les grands yeux de son grand-père et le menton obstiné de sa mère. Le mariage de Sophie et François, comme beaucoup l'avaient prédit, n'était pas des plus heureux. Il buvait, sortait avec ses amis, rentrait tard. Elle travaillait comme vendeuse à la pharmacie de son beau-père pour aider aux dépenses. Pour alléger un peu le fardeau de ma fille, Claire passait beaucoup de temps avec nous. Depuis toute petite, elle était très attachée à son grand-père. Marcel la choyait, l'emmenait partout, lui achetait des bonbons en cachette de moi. Je me plaignais parfois qu'il gâtait trop la petite, mais au fond, je trouvais cet amour touchant. Le samedi, parfois, Marcel emmenait Claire au marché. Elle adorait l'animation, les couleurs, les odeurs. Elle courait entre les étals, connaissait tous les marchands par leur nom. Elle revenait à la maison couverte de terre, les mains collantes de bonbons, heureuse comme tout. En 1982, j'avais 43 ans, Marcel 48. Nos plus jeunes enfants avaient déjà trouvé leur voie dans la vie. Pierre était parti à Paris travailler dans une usine automobile. Thomas étudiait la comptabilité dans une ville voisine. Il ne venait à la maison que les week-ends. La vie suivait son cours tranquille. Du moins, c'est ce que je pensais. J'étais de ces femmes qui croient tout savoir de leur mari. 25 ans de mariage me donnaient cette assurance. Je connaissais chaque expression de Marcel, chaque humeur, chaque goût, ou du moins je le croyais. Au marché, en plus de notre étal, il y en avait beaucoup d'autres, légumes, fruits, viande, poissons et aussi des fleurs. L'étal de fleurs était arrivé il y a environ 3 ans, quand Madame Rosalie s'était installée dans notre village. C'était une belle femme, la trentaine, veuve, disait-on. Elle avait de longs cheveux noirs, toujours bien coiffés. Elle portait du rouge à lèvres écarlate, même dans un village où les femmes se mettaient à peine un peu de poudre pour aller à la messe le dimanche. Rosalie vendait des fleurs qu'elle cultivait elle-même sur un terrain loué à la sortie du village. Des roses, des marguerites, des dahlias, des chrysanthèmes, de beaux arrangements que les dames achetaient pour décorer la table du dimanche ou pour porter au cimetière. J'avais toujours été aimable avec elle. Je lui apportais un café quand j'allais voir Marcel au marché. Parfois, nous échangions des recettes. Je lui avais même donné des boutures de certaines plantes que j'avais dans mon jardin. J'avais pitié d'elle, une femme seule, veuve. Du moins, c'est ce que tout le monde disait. C'était un samedi, comme un autre, en juin 1982. Marcel était parti tôt, comme toujours. La semaine précédente, Claire était allée avec lui au marché car elle passait quelques jours chez nous. J'étais à la maison en train de préparer le déjeuner, attendant que les deux reviennent vers midi, comme d'habitude. J'ai entendu le bruit de la camionnette de Marcel qui arrivait. Claire est entrée en courant, comme elle le faisait toujours, pleine d'histoires à raconter. Elle s'est assise sur le petit tabouret, près de la cuisinière à bois, pendant que j'épluchais des pommes de terre. « Mamie, le marché était plein aujourd'hui. Papy a tout vendu, même les grosses citrouilles que tu pensais que personne ne voudrait. » J'ai souri, continuant à préparer le déjeuner. Claire balançait ses petites jambes, mangeant un morceau de fromage que j'avais coupé pour elle. « Et tu sais ce que j'ai eu ? Un grand sucette que M. Martin de l'étal de bonbons m'a donné. Papy n'a pas voulu que je la mange parce qu'il a dit que ça abîmerait mes dents, mais elle est gardée dans mon petit sac pour plus tard. J'ai ri de son babillage, si semblable à celui de sa mère au même âge. « Mamie, je peux te demander quelque chose ? » « Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux savoir ?» Et alors est venue la phrase qui a changé ma vie pour toujours. Pourquoi papy fait des bisous sur la bouche à la dame des fleurs, comme dans les feuilletons ? Maman dit que les bisous sur la bouche, c'est seulement pour les gens qui sont mariés, comme elle et papa. Mon monde s'est arrêté. Le couteau que je tenais est tombé par terre. J'ai regardé cet enfant de 6 ans avec ses yeux innocents, sans comprendre le poids de ce qu'elle venait de me révéler. « Comment ça, Claire ? Qu'est-ce que tu as vu ? » « J'ai vu quand on partait. Papy m'a dit que je pouvais aller jouer avec Antoine, le fils de Madame Béatrice de l'étal de fromage, mais je voulais voir les fleurs de Madame Rosalie. Elle me donne toujours une petite fleur quand elle me voit. Alors j'y suis allée, mais elle n'était pas à son étal, elle était derrière, là où elle range ses choses, tu sais, et papy était là avec elle. Mon cœur s'est mis à battre fort. J'ai essayé de rester calme, de ne pas montrer le tourbillon qui se formait en moi. Et qu'est-ce qu'il faisait, Claire ? Ils se faisèrent des câlins, et puis papy lui a fait un bisou sur la bouche,
comme le monsieur fait à la dame dans le feuilleton que maman regarde. J'ai trouvé ça bizarre parce que tu n'étais pas là, et maman dit que les bisous sur la bouche, c'est seulement pour les gens qui sont mariés. Je ne sais pas comment j'ai réussi à finir de préparer le déjeuner ce jour-là. J'ai servi les plats. Marcel a mangé comme si de rien n'était. Il a raconté les nouvelles du marché, dit que nous avions tout vendu. J'arrivais à peine à le regarder. La nourriture dans mon assiette est restée intacte. Après le déjeuner, j'ai envoyé Claire jouer dans le jardin. Elle est sortie en sautillant, sans se douter de la tempête qu'elle avait provoquée. Je suis restée assise à table, regardant mon mari de 25 ans, un homme que je croyais connaître mieux que moi-même, et j'ai soudain réalisé que j'étais en face d'un étranger. Cet après-midi-là, pendant que Claire jouait dans le jardin, je suis restée assise dans la cuisine comme pétrifiée. Je n'arrivais pas à bouger, je n'arrivais pas à pleurer. C'était comme si un trou s'était ouvert dans ma poitrine. 25 ans. 25 ans à croire un mensonge. J'ai pensé à confronter Marcel immédiatement, mais quelque chose m'a retenue. J'avais besoin d'être sûre. Après tout, cela pouvait être l'imagination d'une enfant, n'est-ce pas? Claire était petite. Elle avait peut-être confondu les choses. Peut-être avait-elle vu son père, François, avec une autre femme, et dans sa tête, elle avait mélangé les personnes. Je me raccrochais à n'importe quelle explication autre que l'évidence. Durant le reste de ce samedi, j'ai observé Marcel comme on observe un insecte étrange. Chaque geste, chaque mot, chaque regard, je cherchais des signes qui confirmeraient ou démentiraient ce que Claire avait dit. Il semblait le même que toujours. Il s'est assis sur la terrasse pour écouter le match à la radio, a pris son café l'après-midi, a discuté avec le voisin de la clôture qui avait besoin d'être réparé. Comment pouvait-il agir si normalement s'il trompait sa femme? Le soir, après que Claire fut couchée, j'ai fouillé dans ses affaires. Je n'avais jamais fait cela auparavant. En 25 ans de mariage, je n'avais jamais fouillé dans les poches de Marcel. Je n'avais jamais douté de sa parole. Mais cette nuit-là, j'ai tout retourné. Dans la poche d'un pantalon, j'ai trouvé un papier plié, un reçu d'une bijouterie de la ville voisine, un bracelet en argent acheté 2 semaines plus tôt. Je n'avais jamais reçu de bracelet. Le dimanche, j'ai à peine dormi. Ma tête bouillonnait de pensées, de souvenirs. J'ai commencé à assembler des pièces que je n'avais pas remarquées auparavant. Marcel rentrant de plus en plus tard du marché ces dernières années. Les chemises aux parfums différents qu'il disait être celui du déodorant qu'il mettait. L'argent qui semblait rapporter moins, bien que les ventes soient bonnes, selon lui. De petits mensonges que j'avais acceptés sans poser de questions. Le lundi, après que Marcel soit sorti pour régler quelques affaires en ville, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma commère Berthe. Elle avait un étal d'herbes et d'épices au marché, tout près d'une autre. S'il se passait quelque chose, elle le saurait. Le cœur battant, je lui ai demandé si elle avait remarqué quelque chose d'étrange entre mon mari et Rosalie. Le silence à l'autre bout de la ligne fut une réponse suffisante. « Yvette, ma chère », commença-t-elle hésitante. « J'ai essayé de te le dire tant de fois, mais tu semblais si heureuse, si confiante. Je n'ai pas eu le courage. » Ces paroles m'ont frappée comme une pierre. Ce n'était pas juste un baiser que Claire avait vu par hasard. C'était une affaire qui durait depuis des années. 3 ans, selon Berthe. Depuis que Rosalie était arrivée au village, tout le monde le savait. Tous chuchotaient dans mon dos. La femme trompée est toujours la dernière à savoir. Ce soir-là, quand Marcel est rentré, j'avais déjà versé toutes les larmes de mon corps. J'étais assise dans le salon, dans l'obscurité. Il est entré, a allumé la lumière et a sursauté en me voyant là. « Femme, quelle frayeur! Qu'est-ce que tu fais assise dans le noir? Où est le dîner ?» Je l'ai regardé, ce visage que je connaissais si bien et qui maintenant me semblait celui d'un étranger. « Il n'y a pas de dîner ce soir, Marcel, mais il y a une conversation. Assieds-toi. » Il a dû remarquer quelque chose dans le ton de ma voix, car il n'a pas protesté. Il s'est assis sur la chaise en face de moi avec un regard méfiant. « Qu'est-ce qu'il y a, Yvette? Il s'est passé quelque chose ?» Claire m'a raconté quelque chose d'intéressant samedi. Elle a dit qu'elle t'avait vu embrasser Rosalie au marché derrière son étal. Comme dans les feuilletons, c'est ce qu'elle a dit. Son visage a pâli, puis vint le déni, comme je m'y attendais déjà. C'est des bêtises d'enfant, Yvette. La petite a mal vu, elle a inventé. Ne me mens pas, Marcel.
Plus maintenant. J'ai parlé avec Berthe aujourd'hui. Elle m'a tout raconté. 3 ans, Marcel. 3 ans à me faire passer pour une idiote. Il a essayé de nier une fois de plus, mais quand il a vu mon regard, quand il a compris que je savais vraiment, le masque est tombé. C'était comme voir une autre personne surgir devant moi. Le visage s'est durci, la voix a changé. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Crier, pleurer, me mettre à la porte? Cette froideur m'a prise par surprise. Où était l'homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant 25 ans? Le père de mes enfants, le compagnon que je croyais avoir. Je veux savoir pourquoi, Marcel. Pourquoi me faire ça après tant d'années? Il a lâché un rire sec qui m'a coupé comme un couteau. Tu veux vraiment savoir, Yvette? Parce que Rosalie me fait me sentir vivant. Elle est jeune, belle, pleine de vie. Ce n'est pas une ménagère pleine de varices qui ne sait parler que des enfants et du potager. Chaque mot était une gifle. J'avais consacré ma vie à cet homme, à cette famille. J'avais renoncé à mes rêves. Et oui, j'avais des rêves, même petits, pour être épouse et mère. Et maintenant, il me jetait ça au visage comme si c'était un défaut. Ça fait longtemps que ce n'est plus un vrai mariage, Yvette. Ce n'est que de la commodité. Tu t'occupes de la maison. J'apporte l'argent. Mais l'amour, la passion, tout ça s'est terminé il y a longtemps. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Pour moi, notre mariage était solide. Peut-être n'avait-il plus le feu des premières années, mais il était basé sur la camaraderie, le respect, la construction commune. Du moins, c'est ce que je croyais. Si c'est ce que tu ressens, pourquoi n'as-tu pas demandé le divorce? Pourquoi vivre ce mensonge? Il a haussé les épaules, comme si ce n'était pas grand-chose. Le divorce, c'est compliqué. Et qu'est-ce que les gens auraient dit? Le respectable Marcel qui quitte sa femme après tant d'années. Ma réputation dans le village aurait été ruinée. Les affaires auraient souffert. Alors c'était ça. Ce n'était pas par considération pour moi, ni pour les enfants, c'était par commodité, par apparence, pour l'argent. Et combien de temps de plus comptais-tu vivre ce mensonge? C'est là qu'il m'a donné le coup final. En fait, j'allais te le dire bientôt. J'ai acheté une petite maison pour Rosalie dans la ville voisine. Nous pensons y déménager à la fin de l'année. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Ce n'était pas juste une aventure. Il prévoyait vraiment de me quitter, de commencer une autre vie. Et il ne l'avait pas encore fait uniquement par commodité. Quelle maison? Avec quel argent? Son silence fut révélateur. Un frisson m'a parcouru l'échine. Tu as vendu une partie de nos terres, n'est-ce pas? Cette partie qui est après le ruisseau, que nous n'utilisons presque pas. Son regard a confirmé mon soupçon. Il avait vendu une propriété qui était la nôtre, que nous avions achetée avec tant de sacrifices, sans me le dire, pour acheter une maison à sa maîtresse. Tu n'avais pas le droit de faire ça, Marcel. Ces terres sont à nous, c'est l'avenir de nos enfants. C'est alors qu'il s'est levé, le visage rouge de colère. J'ai tous les droits. Qui travaille dans cette famille? C'est moi. Qui porte le poids sur ses épaules? C'est moi. Tu restes à la maison à cuisiner et à bavarder avec les commères pendant que je me tue au travail du lundi au samedi pour nourrir tout le monde. C'était trop. 25 ans à être diminué, dévalorisé. 25 ans à croire que mon travail à la maison, m'occupant des enfants, du potager, des animaux, faisant des conserves, cousant, n'était pas aussi important que le sien. 25 ans à accepter qu'il était le chef de famille, parce que c'était lui qui apportait l'argent à la maison. Tu crois vraiment que je ne travaille pas, Marcel? Qui se levait au milieu de la nuit pour allaiter les enfants pendant que tu ronflais? Qui plante, récolte, nettoie, cuisine, coude, qui fait les conserves que tu vends au marché? Qui s'occupe de tout pour que tu puisses sortir de la maison tous les jours avec une chemise propre et le ventre plein? Il a fait un geste de mépris de la main, comme s'il chassait une mouche. Ce n'est pas un vrai travail, Yvette. N'importe quelle femme fait ça. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas seulement la douleur de la trahison, l'humiliation de découvrir que tout le monde savait sauf moi. C'était la perception que j'avais passé toute ma vie à croire que je valais moins, que mon travail, mes sacrifices n'avaient pas la même valeur que les siens. Sors de ma maison, Marcel, maintenant. Il a ri, incrédule. Ta maison? Cette maison est à moi. C'est moi qui l'ai achetée. C'est moi qui l'ai construite. Tu n'as rien, Yvette. Rien. C'est alors que la porte de derrière a claqué.
C'était Thomas, notre fils cadet, qui était venu passer la semaine à la maison. Il est resté figé à la porte de la cuisine, regardant de l'un à l'autre, essayant de comprendre ce qui se passait. « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi criez-vous » Marcel a essayé de faire comme si de rien n'était. A dit que c'était juste une dispute sans importance, une histoire de mari et femme. Mais je n'allais plus couvrir ces mensonges. Ton père a une liaison avec Rosalie de l'étal de Fleurs depuis 3 ans. Marcel a vendu ses terres après le ruisseau pour lui acheter une maison. Il prévoyait de nous quitter à la fin de l'année. Le visage de mon fils s'est transformé. J'ai vu l'incrédulité, puis la compréhension et, enfin, la colère s'emparer de lui. Thomas avait toujours été le plus attaché à son père, celui qu'il admirait le plus. Voir cette idole s'effondrer devant lui a dû être dévastateur. « C'est vrai, papa ?» Marcel a balbutié quelque chose, a essayé de nier, mais son regard trahissait tout. Thomas a avancé de quelques pas, les poings serrés. « Réponds, papa. C'est vrai que tu as trompé maman, que tu as vendu nos terres dans son dos ?» Acculé, Marcel a finalement avoué. Il a dit que oui, qu'il était avec Rosalie, qu'il avait vendu les terres, mais que j'avais ma part de responsabilité, parce que je n'étais plus la femme dont il était tombé amoureux, que j'avais cessé de prendre soin de moi, d'être intéressante, qu'il se sentait étouffé. C'était trop pour Thomas. Mon fils de 19 ans, toujours si contrôlé, a explosé comme je ne l'avais jamais vu faire. « Tais-toi, papa. Maman a donné sa vie pour nous, pour toi. Pendant que tu t'amusais avec cette femme, elle était ici à s'occuper de tout, à se tuer au travail. » Marcel a essayé de s'imposer, comme il le faisait toujours. Il a élevé la voix, a dit que son fils n'avait pas le droit de lui parler ainsi, que tant qu'il vivait sous son toit, il devait respecter ses décisions. « Tu ne mérites pas le respect », a crié Thomas. « Un homme qui trompe sa femme, qui ment à ses enfants, qui vole à sa propre famille pour donner à une maîtresse, ne mérite pas le respect. » J'ai vu le bras de Marcel se lever, prêt à frapper Thomas, comme il l'avait fait quelquefois quand il était plus jeune. Mais mon fils n'était plus un petit garçon, c'était un homme presque de la taille de son père. Il a attrapé le bras de Marcel en l'air avec force. « Plus jamais, papa, plus jamais tu ne lèves la main sur moi ou sur ma mère. » Cette nuit fut un cauchemar. Cris, accusations, pleurs. Marcel a pris quelques vêtements et est parti en claquant la porte. Il a dit qu'il allait chez Rosalie, qu'il reviendrait le lendemain chercher le reste de ses affaires, que je regretterais d'avoir fait cette scène, que sans lui, je n'étais rien, que je finirais par le supplier à genoux de revenir. Je suis restée éveillée toute la nuit, assise dans la cuisine, regardant dans le vide. Thomas s'est assis avec moi un moment, a essayé de me consoler, a dit que tout irait bien. Mais comment cela pouvait-il aller bien? Mon mariage était terminé, ma vie était terminée, ou du moins, c'est ce que je pensais cette nuit sombre de juin 1982. Je ne savais pas encore, mais cette terrible nuit serait le début de ma vraie vie. Le lendemain matin, après cette nuit terrible, je me suis réveillée avec une décision prise. Je n'avais presque pas dormi, mais mon esprit était étrangement clair. Pendant que je préparais le café, une idée a commencé à se former dans ma tête. Une idée folle, effrayante, mais qui ne me lâchait pas. Thomas est entré dans la cuisine, de profondes cernes montrant qu'il avait, lui aussi, passé une nuit blanche. « Maman, tu vas bien ?» Je lui ai servi un café et me suis assise à table. « Thomas, j'ai besoin de te demander une faveur. Peux-tu aller parler à René ? Demande-lui de venir ici avec son camion demain à l'aube, vers 4 heures. » Mon fils m'a regardé, confus. « Qu'est-ce que tu as en tête, maman ? » « Je vais travailler au marché demain, à la place de ton père. » L'étonnement sur son visage était compréhensible. En 25 ans, je n'avais jamais travaillé au marché. J'aidais à tout préparer à la maison, bien sûr, je plantais, je récoltais, je faisais les conserves, mais celui qui vendait, qui négociait, qui se montrait, c'était toujours Marcel. « Tu es sûr de ça ? Papa va être furieux. » Qu'il le soit. L'étal est à nous, Thomas. C'est avec l'argent de mon père que nous avons commencé tout ça. Si ton père peut vendre nos terres dans notre dos, je peux très bien prendre en charge notre commerce au marché. J'ai vu une lueur d'admiration dans les yeux de mon fils.
C'était peut-être la première fois qu'il me voyait comme autre chose que la mère soumise, qui acceptait toujours les décisions de son mari. Marcel est apparu vers midi, comme il l'avait dit. Il venait chercher ses affaires. Il est entré dans la maison comme s'il en était le propriétaire, ignorant ma présence et celle de Thomas. Il a commencé à rassembler ses vêtements, ses objets personnels. Avant de sortir, il m'a regardé avec mépris. « Tu vas le regretter, Yvette. D'ici 1 semaine, tu me supplieras de revenir. » J'ai relevé le menton, soutenant son regard. « Je le regrette déjà, Marcel. Je regrette d'avoir cru en toi pendant tant d'années. » Quand la porte s'est refermée derrière lui, j'ai ressenti un mélange de douleur et de soulagement. C'était comme si un poids avait été retiré de mes épaules. Un poids que je ne savais même pas que je portais. Cet après-midi-là, j'ai appelé Sophie pour lui parler. J'avais besoin qu'elle vienne chercher Claire. Je ne voulais pas que ma petite fille assiste à cette situation. Je ne voulais pas qu'elle se sente coupable d'avoir révélé la vérité sur son grand-père. Quand Sophie est arrivée, je lui ai tout raconté. Elle a été choquée, non pas par la trahison en soi. J'ai découvert plus tard qu'elle et d'autres dans le village avaient déjà des soupçons, mais par ma décision de reprendre l'étal au marché. « Maman, tu n'as jamais travaillé en dehors de la maison. Comment vas-tu gérer un étal au marché ? Laisse ça à papa. Vous vous réconcilierez plus tard. » Il n'y a pas de réconciliation possible, Sophie. Ton père avait déjà décidé de me quitter. Il avait même acheté une maison pour cette femme avec l'argent de notaire. Il attendait juste le bon moment, peut-être après que Thomas ait terminé ses études. Mais maman, tu vas avoir honte. Tout le monde dans le village est déjà au courant. Les rumeurs vont vite. Honte ? La honte, c'est ce que ton père a fait. Je n'ai pas honte de travailler, de me battre pour ce qui est à moi, pour l'avenir de mes enfants. Elle m'a regardée avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Sophie a toujours été celle qui me ressemblait le plus physiquement, mais pour le caractère, elle tenait de son père. Impulsive, têtue. « Tu sais ce que tu fais ? Ce sera difficile, maman. Les gens vont parler, vont rire. » Qu'ils parlent, qu'ils rient, j'ai survécu à des choses pires dans cette vie. À l'aube du lundi, à 4 heures, René a arrêté son camion devant la maison, a aidé à charger les caisses de légumes, de fruits, les conserves que j'avais préparées. Thomas est venu avec moi, a dit qu'il m'aiderait pour ce premier jour. Quand nous sommes arrivés au marché, il faisait encore nuit. Les marchands arrivaient peu à peu, installant leurs étals. J'ai vu les regards, entendu les chuchotements. Tous s'avèrent déjà, bien sûr. Dans un petit village comme le nôtre, des nouvelles comme celle-là couraient, comme le feu dans la paille. J'ai installé l'étal à l'endroit habituel. J'ai tout arrangé comme j'avais vu Marcel le faire tant de fois. Les citrouilles d'un côté, les légumes de l'autre, les conserves bien en vue. J'ai mis le tablier que j'avais fait la veille avec mon nom brodé, Yvette. Les premiers clients ont commencé à arriver vers 6 heures. Certains détournaient le regard, gênés. D'autres regardaient avec curiosité, s'attendant peut-être à me voir abattue, en larmes. Il y en a qui sont passés directement devant mon étal, préférant acheter ailleurs pour ne pas avoir à me parler. La honte de la femme trompée est contagieuse, semble-t-il. Vers 7h30, j'ai vu Marcel entrer dans le marché. Il s'est arrêté à quelques mètres de l'étal, le visage rouge de colère. Il ne s'attendait pas à me voir là, occupant sa place. Il est venu vers moi à grands pas. « Qu'est-ce que tu crois faire, Yvette ?»« Je travaille, Marcel. Quelque chose que j'ai toujours fait, sauf que maintenant je le fais ici, devant tout le monde, pas caché dans la maison. Cet étal est à moi. Cette affaire est à moi. À nous, Marcel. À nous. Ou as-tu oublié que c'est avec l'argent de mon père que nous avons acheté notre premier lopin de terre, que ce sont mes mains qui plantent, récoltent, font les conserves que tu vends ici ?» Il a regardé autour de lui, se rendant compte que les gens observaient. Il a baissé la voix, mais le ton menaçant est resté. « Tu vas le regretter, Yvette. Je vais te poursuivre en justice. Je vais tout te prendre. » Je l'ai regardé dans les yeux, ces yeux que j'avais trouvés si beaux, si sincères un jour, et je n'ai rien ressenti d'autre que de la pitié. « Tu peux essayer, Marcel, mais en attendant, je serai ici tous les jours à vendre le fruit de mon travail. » Il est parti à grands pas sous les regards curieux des autres marchands et des clients. J'ai remarqué que certains me regardaient avec un nouveau respect. Une femme s'est approchée de l'étal.
une dame que je connaissais de vue, propriétaire d'une épicerie dans le village. Madame Yvette, je voudrais 10 douzaines de ces œufs fermiers que vous vendez et aussi 2 caisses de tomates, si vous en avez. C'était une grosse commande, plus importante que celle qu'elle faisait habituellement quand Marcel tenait l'étal. J'ai compris le message silencieux. C'était un geste de solidarité d'une femme envers une autre. Bien sûr, Madame Durand. Et j'ajouterai 2 pots de cette confiture de piment que vous aimez. C'est la maison qui offre. C'est ainsi qu'a commencé ma nouvelle vie. Ce n'a pas été facile, loin de là. Les premiers mois, j'ai fait face à toutes sortes de difficultés. Des personnes qui ont cessé d'acheter à mon étal parce qu'elles croyaient à la version de Marcel, selon laquelle j'étais devenue folle, que je l'avais mise à la porte par jalousie infondée. Des fournisseurs qui ne voulèrent pas négocier avec moi parce que j'étais une femme, parce qu'ils pensaient que je ne comprenais rien aux affaires. La solitude de rentrer chez moi après une journée épuisante de travail et de trouver une maison vide sans le mari qui, malgré tout, avait été ma compagnie pendant 25 ans. Marcel a vraiment essayé de me poursuivre en justice comme il l'avait menacé. Il a trouvé un avocat dans la ville voisine. Il a entamé une procédure de séparation, m'accusant d'abandon de domicile. Imaginez ça. C'est lui qui m'a abandonnée et ensuite il m'a accusé de l'avoir abandonnée. Il voulait la moitié de tout, y compris de la maison que nous avions construite ensemble. Mais je n'étais pas seule non plus. Thomas a trouvé un avocat pour moi, un collègue de faculté du frère d'un ami, un jeune homme idéaliste qui a embrassé ma cause. La bataille judiciaire a duré des mois. Marcel a tout essayé. Il a dit que j'étais déséquilibrée, que je le maltraitais, que j'étais une mauvaise épouse qui refusait de remplir ses obligations conjugales. Finalement, le juge a ordonné le partage des biens. Il a gardé l'argent de la vente des terres, qu'il avait déjà dépensé avec Rosalie de toute façon, et j'ai gardé la maison et l'étal du marché. C'était une petite victoire, mais significative. Pendant ce temps, je continuais à travailler au marché tous les jours. Je me levais à 4 heures, préparais tout toute seule, chargeais les caisses dans le camion de René, qui refusait toujours d'accepter un paiement pour le transport. Je montais l'étal, vendais, démontais tout à la fin de la journée, rentrais à la maison, préparais les conserves pour le lendemain, m'occupais du potager, des animaux. C'était une vie dure, épuisante, mais étrangement gratifiante. Pour la première fois, j'étais aux commandes. Je prenais mes propres décisions, je récoltais directement les fruits de mon travail. Je n'étais plus l'ombre de Marcel, la femme qui restait à la maison pendant que le mari nourrissait la famille. J'étais Yvette, la marchande, la femme qui avait affronté la trahison et l'abandon et s'était reconstruite. Avec le temps, j'ai découvert que j'avais le sens des affaires, meilleur que Marcel, en fait. Il avait toujours été un vendeur moyen, mais moi, je percevais les besoins des clients, j'écoutais ce qu'ils disaient, j'adaptais ma production en conséquence. J'ai commencé à faire des conserves différentes, à expérimenter de nouveaux assaisonnements, à offrir des produits que personne d'autre n'avait. J'ai aussi commencé à me lier d'amitié avec d'autres femmes du marché, Berthe, de l'étal d'épices, qui avait été la première à me dire la vérité sur Marcel. Madame Béatrice, de l'étal de fromage, veuve depuis 10 ans, qui gérait une affaire seule depuis lors. Marguerite, qui vendait des pâtisseries maison et était mère célibataire de 3 enfants, des femmes fortes qui affrontaient la vie de face, sans dépendre d'aucun homme. Environ 6 mois après que j'ai repris l'étal, j'ai entendu une nouvelle qui a parcouru le village. Rosalie était partie. On disait qu'elle et Marcel s'étaient disputés, que son argent était épuisé, l'argent de notaire, en fait, qu'elle avait trouvé un commerçant plus riche dans la ville voisine. Je ne sais pas si c'était vrai, mais je sais que quelques semaines plus tard, Marcel est apparu à ma porte. Il était abattu, vieilli, les vêtements froissés, mal rasés. Bien différent de l'homme toujours soigné, fier, qui avait été mon mari pendant 25 ans. « Yvette, je peux entrer ? Nous devons parler. » Je l'ai laissé entrer. Je lui ai offert un café. Pas par bonté, mais parce que je voulais entendre ce qu'il avait à dire. Je voulais voir jusqu'où allait son audace. « Yvette, j'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Rosalie n'était pas ce que je pensais. Elle voulait seulement mon argent, elle m'utilisait juste. » J'ai pris une gorgée de café, l'observant par-dessus la tasse. « Et que veux-tu que je fasse de cette information, Marcel ?» Il a dégluti,
détourner le regard. Je pensais, peut-être que nous pourrions essayer à nouveau, pour le bien de nos enfants, de nos petits-enfants. Nous sommes une famille, après tout. J'ai failli lui rire au visage, presque, mais je me suis retenue. Marcel, tu as vendu nos terres derrière mon dos, tu as prévu de m'abandonner, tu m'as humilié devant notre fils, nos voisins, le village entier. Et maintenant que ta maîtresse t'a quitté, que l'argent est épuisé, tu veux revenir? Comme si c'était un détour sur le chemin, une pause pour se reposer avant de reprendre le voyage. Je sais que j'ai eu tort, Yvette, mais 25 ans de mariage, ça ne se jette pas comme ça. C'est exactement ce que tu as fait, Marcel. Tu as jeté. Et tu sais ce que j'ai découvert ces derniers mois? Que je suis plus forte que je ne le pensais, que je peux gérer notre commerce mieux que toi, que je peux vivre seule sans dépendre de toi pour quoi que ce soit. Il s'est levé, l'orgueil blessé évident sur son visage rouge. Tu vas le regretter, Yvette. Un jour, tu comprendras ce que tu as perdu. Je me suis levée aussi, allant vers la porte et l'ouvrant. J'ai déjà compris, Marcel. J'ai compris que j'ai perdu 25 ans à croire que je valais moins que toi, que mon travail, mes rêves valaient moins. Mais c'est fini. Cette maison est maintenant à moi. Ma vie est à moi. Tu peux partir. Quand la porte s'est refermée derrière lui, je n'ai pas ressenti de tristesse, pas de colère. J'ai ressenti un profond soulagement, comme si j'avais laissé un lourd fardeau derrière moi. Je suis retournée à la cuisine, j'ai pris mon carnet de recettes et j'ai commencé à planifier les conserves que je ferais pour le marché de la semaine suivante. Une nouvelle recette de pickles de carottes au gingembre qui m'était venue à l'esprit. C'était mon nouveau monde maintenant. Un monde que je construisais moi-même de mes propres mains. Les années suivantes ont été celles d'une transformation. Comme une fleur qui s'obstine à naître dans le béton, j'ai trouvé la force de fleurir là où je m'y attendais le moins. Peu à peu, mon étal au marché est devenu connu, non seulement dans le village, mais dans la région. Mes conserves, ces petits pots colorés de pickles de carottes au gingembre, de piments en sauce au miel, d'aubergines à l'huile au romarin, sont devenus une sorte de marque déposée. À l'été 1983, un an après la séparation, j'ai reçu une proposition inattendue. Le propriétaire d'une petite épicerie à Paris, qui venait passer ses vacances dans la région et achetait toujours mes conserves, a voulu savoir si je pouvais produire en plus grande quantité pour vendre dans la capitale. J'ai été effrayée au début. Comment moi, une femme de 44 ans, qui avait à peine quitté le village où j'étais née, pourrais-je fournir des produits pour Paris? Mais Thomas, mon cadet, qui terminait maintenant ses études de comptabilité, m'a encouragée. « Maman, tu peux le faire. Je t'aiderai pour la partie des chiffres, des contrats. » Je me souviens de la peur que j'ai ressentie cette nuit-là. Après que l'homme soit parti avec la promesse que je réfléchirais à sa proposition, je me suis assise sur la terrasse, regardant l'obscurité du jardin, pensant à tout ce qui devrait changer. J'aurais besoin de plus d'espace pour la production, de plus d'aide, de plus d'investissement. Est-ce que j'y arriverai? C'est cette nuit-là, en regardant les étoiles qui m'ont toujours réconfortée dans les moments difficiles, que j'ai pris une décision. Je ne laisserai plus jamais la peur me paralyser. Si j'avais survécu à la fin de mon mariage, à la trahison, à l'humiliation publique, je pourrais survivre à n'importe quoi. Le lendemain, j'ai parlé avec Berthe et Marguerite, mes amies du marché. Je leur ai expliqué la situation, la proposition que j'avais reçue. À ma surprise, elles ne m'ont pas seulement soutenue, mais ont suggéré un partenariat. « Yvette, on pourrait s'associer », a dit Marguerite, qui en plus des pâtisseries maison, avait commencé à faire des confitures. Je fais les confitures sucrées, tu fais les conserves salées, Berthe apporte les épices spéciales, on partage le travail, les coûts, les bénéfices. Ainsi est née Saveurs du terroir, notre petite coopérative de produits artisanaux. Au début, nous n'étions que toutes les trois, travaillant pendant notre temps libre après le marché. Nous produisions à petite échelle dans la cuisine de ma maison, que j'avais rénovée spécialement pour cela, avec l'argent que j'avais réussi à économiser pendant ma première année au marché. Le succès a été plus grand que nous ne l'avions espéré. Bientôt, nos conserves, confitures et épices étaient dans plusieurs épiceries de Paris. Au début de 1984, nous avons reçu une grosse commande, plus grande que ce que nous pouvions gérer à nous trois. C'est alors que nous avons eu l'idée d'inviter d'autres femmes à se joindre à nous.
Nous avons commencé avec Madame Béatrice, la veuve de l'étal de fromage, qui s'est mise à produire des fromages spéciaux pour notre marque. Puis est venue Sophie, ma fille, qui après s'être séparée de François, qui n'avait jamais arrêté de boire et de la tromper, était revenue au village avec Claire et avait besoin de travail. Elle avait un talent pour le dessin, alors elle est devenue responsable des étiquettes, de la partie visuelle des produits. Bientôt, nous étions 10 femmes, toutes avec des histoires similaires. Des femmes que la vie avait frappées d'une façon ou d'une autre, qui avaient été abandonnées, trompées, sous-estimées, mais qui avaient trouvé de la force les unes dans les autres. La maison qui avait été un jour mon cocon, où je me cachais en croyant que je ne servais qu'à être épouse et mère, s'est transformée en une petite fabrique de rêves et de nouveaux départs. Bien sûr, nous avons rencontré des difficultés. Il y a toujours quelqu'un qui veut faire tomber ceux qui essaient de se relever. Dans notre cas, c'étaient les commerçants traditionnels du village, des hommes qui n'aimaient pas voir un groupe de femmes prospérer sans avoir besoin d'eux. Ils ont répandu des rumeurs sur nos produits, ont essayé de rendre le transport vers Paris difficile, sont allés jusqu'à menacer certaines épiceries qui nous achetaient. Mais pour chaque porte qui se fermait, 2 s'ouvraient. En 1985, notre petite coopérative employait déjà 15 femmes et avait des produits dans des épiceries de 3 régions. Nous avons dû louer un plus grand atelier, acheter des équipements, régulariser l'entreprise. Ce fut une période de beaucoup de travail, de nuits sans dormir, de préoccupations concernant l'argent, les impôts, la concurrence, mais ce fut aussi un temps de découverte. J'ai découvert que j'avais un talent pour les affaires, pour diriger, pour innover, des choses que je n'aurais jamais découvertes si j'étais restée dans l'ombre de Marcel, croyant que ma place était seulement dans la cuisine, à le servir lui et les enfants. En 1987, nous avons reçu une invitation à participer à un salon de produits artisanaux à Paris. C'était la première fois que j'allais dans une grande ville. À 48 ans, j'ai pris un car avec Berthe et Marguerite, portant nos valises pleines d'échantillons, et je suis allée affronter ce nouveau défi. Le salon a été un succès. Nos produits ont attiré l'attention. Nous avons noué des contacts importants. Nous sommes revenus avec des commandes qui garantissèrent du travail pour des mois. Mais le plus important pour moi a été le sentiment de liberté, d'être dans le monde, de voir de nouveaux endroits, de rencontrer des personnes différentes, d'être respectée pour mon travail, ma créativité, pas pour être l'épouse de Marcel. Dans les années qui ont suivi, notre coopérative Saveurs du terroir a continué de croître. En 1989, nous avons acheté l'atelier que nous louions auparavant. La même année, nous avons ouvert notre première petite boutique à l'entrée du village pour servir les touristes qui commençaient à découvrir notre région. En 1990, nous étions 25 femmes travaillant ensemble, beaucoup d'entre elles chefs de famille comme moi, soutenant leurs enfants, payant des études, construisant leur propre maison. C'est aussi en 1990 que la vie m'a apporté une autre surprise. Lors d'un des salons de produits artisanaux auxquels nous participions régulièrement, j'ai rencontré Henri. Il était professeur d'université, veuf depuis 5 ans, il était au salon pour acheter des cadeaux pour ses filles. Il s'est arrêté à notre stand, a goûté nos conserves, a complimenté la saveur, la présentation. Nous avons discuté d'assaisonnement, de vieilles recettes que nos grands-mères faisaient. Il a raconté qu'il aimait cuisiner, qu'après la mort de sa femme, il avait dû apprendre pour nourrir ses filles. Nous avons échangé des histoires, des recettes, des rires. Avant de partir, il a acheté plusieurs produits et a pris un de nos dépliants avec l'adresse et le numéro de téléphone. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel au bureau de la coopérative. C'était lui, me demandant si j'accepterais de prendre un café la prochaine fois que j'irais à Paris. Je ne savais pas quoi répondre. À 51 ans, après tout ce que j'avais traversé, l'idée de m'impliquer avec quelqu'un à nouveau semblait effrayante. Juste un café, Madame Yvette, pour que nous puissions parler davantage de cette recette de pain au levain naturel dont vous m'avez parlé. J'ai fini par accepter. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de l'université où il donnait des cours de littérature. Nous avons parlé pendant des heures, pas seulement de recettes, mais de livres. Il a été surpris d'apprendre que j'étais une lectrice vorace, malgré mes études limitées. Nous avons parlé de voyages. Il avait visité plusieurs pays avant de se marier. Nous avons parlé d'enfants, de pertes, de nouveaux départs. Quand nous nous sommes séparés, il m'a offert un livre, 100 ans de solitude, de Gabriel García Márquez.
Il a dit qu'il pensait que j'aimerais l'histoire de cette famille, des femmes fortes qui apparaissent dans le livre. J'ai été si touchée que j'ai presque pleuré là, en plein milieu de la rue. Personne dans toute ma vie ne m'avait offert un livre. Marcel n'avait jamais compris mon goût pour la lecture. Il trouvait que c'était une perte de temps, quelque chose pour ceux qui n'avaient rien à faire. Je suis rentrée chez moi ce jour-là avec le livre dans mon sac, comme si je portais un trésor. Dans les semaines qui ont suivi, les jours où le travail à la coopérative me laissait épuisée, je me réfugiais dans l'histoire des Buendia, je me perdais dans la magie de Macondo et je pensais à Henri, à sa façon gentille de parler, à ses yeux attentifs qui semblaient vraiment intéressés par ce que j'avais à dire. Nos rencontres sont devenues plus fréquentes. Quand j'allais à Paris pour des salons ou des réunions avec des distributeurs, je trouvais toujours le temps de prendre un café avec lui. Parfois, il venait jusqu'à notre village, disait que c'était pour acheter nos conserves, mais trouvait toujours un moyen de m'inviter à déjeuner, à faire une promenade. Ce fut une cour lente, respectueuse, mature. Différente de tout ce que j'avais vécu avec Marcel, Henri n'a jamais essayé de m'impressionner avec des vantardises, n'a jamais essayé de me diminuer pour se sentir plus grand. Il n'a jamais supposé qu'il en savait plus ou comprenait mieux juste parce qu'il était un homme. Au contraire, il a toujours valorisé mon expérience, mon intelligence pratique, ma connaissance des plantes, des aliments, de la vie. En 1992, il m'a demandé en mariage. Moi, une femme de 53 ans, grand-mère d'une adolescente de 16 ans, femme d'affaires respectée dans la région, j'ai rougi comme une jeune fille. Je ne m'attendais pas à cela. Je m'étais habituée à l'idée que cette partie de ma vie, l'amour, la compagnie, était restée derrière avec l'échec de mon mariage avec Marcel. « Henri, tu es sûr ? Je ne suis plus une jeunette. » Il a souri de cette façon tranquille qui lui était si particulière. « Moi non plus, Yvette. J'ai 58 ans. Des cheveux blancs, des genoux qui font mal quand le temps va changer. Mais je sais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est passer le reste de ma vie avec toi. » Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple, dans le jardin de ma maison. Notre maison maintenant, juste la famille et les amis proches. Claire, 16 ans, m'a aidé à choisir la robe. J'ai opté pour un ton de bleu clair, pas de blanc. Je n'étais plus une mariée virginale, j'étais une femme mûre qui savait ce qu'elle voulait de la vie. Thomas a été mon témoin avec Berthe. Les filles d'Henri, déjà adultes, ont été ses témoins. Sophie s'est occupée de la décoration avec des fleurs de notre propre jardin. Marguerite a fait le gâteau. Ce fut une fête simple, joyeuse, sans ostentation, mais pleine d'affection. Je me souviens du moment où j'ai regardé autour de moi et vu toutes ces personnes réunies pour célébrer notre union. Des personnes qui m'avaient soutenue quand tout semblait perdu, qui avaient cru en moi quand je ne croyais plus en moi-même. J'ai ressenti une vague de gratitude si grande que mes yeux se sont remplis de larmes. Henri, percevant mon émotion, a serré doucement ma main. « Tout va bien, Yvette ?» Je l'ai regardé, cet homme gentil, cultivé, respectueux, qui était entré dans ma vie quand je m'y attendais le moins, et j'ai souri à travers mes larmes. Tout va mieux que je n'aurais jamais imaginé que ce pourrait être. À ce moment-là, entouré des personnes que j'aimais, main dans la main avec un homme qui me valorisait pour ce que j'étais, pas pour ce qu'il voulait que je sois, j'ai compris que la vie peut être surprenante, que parfois il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment, que parfois une porte se ferme violemment pour que nous puissions voir la fenêtre ouverte à côté, par où entre la lumière qui a toujours été là, nous attendant. Les années avec Henri ont été un cadeau que je n'avais jamais espéré recevoir à mon âge. Après tant de temps à croire que l'amour était ce sentiment étouffant et contrôlant que j'avais vécu avec Marcel, j'ai découvert qu'il pouvait être léger comme une brise d'été, confortable comme une vieille paire de pantoufles, nourrissant comme un bouillon chaud par temps froid. Les premières années de mariage, nous partagions notre temps entre mon village et Paris, où il donnait encore des cours. Je continuais à diriger la coopérative, qui en 1995 employait déjà près de 40 femmes et avait une filiale à Lyon. Henri a soutenu chaque étape de cette expansion, utilisant ses contacts à l'université pour nous aider avec des questions juridiques, des stratégies de marketing, des idées pour de nouveaux produits. En 1997, quand il a pris sa retraite de l'université, nous avons décidé de nous installer définitivement dans mon village. Nous avons rénové la maison, créant un bureau pour lui,
où il continuait à écrire ses articles académiques, et un espace plus grand pour moi, où je pouvais expérimenter de nouvelles recettes, tester de nouveaux produits pour la coopérative. C'est à cette époque que nous avons commencé à voyager ensemble. De petits voyages au début, un week-end à la mer, une semaine à la montagne, puis plus ambitieux. En 2000, à 61 ans, j'ai fait mon premier voyage en avion. Nous sommes allés au Portugal, terre des ancêtres d'Henri. Je me souviens de la peur que j'ai ressentie quand l'avion a décollé, de sa main tenant la mienne, ferme mais douce. Si une femme qui a démarré une entreprise de 0 à 43 ans a peur d'un petit avion, alors je suis la reine d'Angleterre, a-t-il plaisanté, me faisant rire et oublier ma peur. Au Portugal, nous avons visité de petits producteurs d'huile d'olive, de fromage, de vin. J'en ai ramené des idées pour de nouveaux produits, des contacts pour d'éventuelles exportations futures, et, surtout, la certitude qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir le monde, pour s'ouvrir à de nouvelles expériences. Les années suivantes, nous avons visité l'Espagne, l'Italie, la Grèce, toujours dans le but de rencontrer des producteurs locaux, d'apprendre des techniques traditionnelles, de rapporter de l'inspiration pour la coopérative. Henri, avec sa connaissance des langues et sa facilité à se lier d'amitié avec n'importe qui, ouvrait des portes que je n'aurais jamais imaginé voir s'ouvrir pour une femme avec si peu d'éducation formelle comme moi. En 2002, notre coopérative Saveurs du Terroir a célébré ses 20 ans d'existence. Nous avons organisé une grande fête dans notre atelier de production avec toutes les femmes qui avaient fait partie de notre histoire. Certaines travaillaient encore avec nous, d'autres avaient suivi d'autres chemins, ouvert leurs propres entreprises, déménagé dans d'autres villes. Voir toutes ces femmes réunies, certaines qui étaient entrées comme des jeunes filles timides et étaient maintenant des femmes d'affaires accomplies, d'autres qui étaient arrivées brisées comme moi et s'étaient reconstruites, fut l'un des moments les plus émouvants de ma vie. Berthe, mon amie de tant de luttes, a fait un discours qui m'a fait pleurer comme une enfant. Yvette nous a appris qu'une femme n'a pas besoin de demander la permission d'exister, de travailler, de rêver, que nous pouvons être fortes sans cesser d'être féminines, que nous pouvons être entrepreneurs sans cesser d'être mère, grand-mère, épouse. Que chacune de nous porte une force qu'elle ignore parfois, jusqu'à ce que la vie nous oblige à la découvrir. Lors de cette fête, j'ai regardé en arrière et j'ai réalisé combien nous avions parcouru de chemin. Pas seulement moi, mais nous toutes. Comment une trahison douloureuse s'était transformée en déclencheur d'une révolution silencieuse dans notre petit village. Comment cette phrase innocente de ma petite fille Claire, « Pourquoi papy fait des bisous sur la bouche à la dame des fleurs ?» avait déclenché une série d'événements qui avaient changé non seulement ma vie, mais la vie de tant d'autres femmes. En parlant de Claire, elle a été une autre immense joie de toutes ces années. Après avoir terminé le lycée avec d'excellentes notes, elle a obtenu une bourse pour étudier le droit à Paris. Henri l'a beaucoup aidée avec ses études, avec des livres, avec des conseils sur la vie universitaire. Il est devenu pour elle une sorte de grand-père que Marcel n'avait jamais réussi à être. Présent, attentif, sincèrement intéressé par ses réussites. En 2002, Claire a obtenu son diplôme. Elle avait 26 ans, belle, intelligente, déterminée. Quand je l'ai vue monter sur l'estrade pour recevoir son diplôme, portant sa toge, je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai pensé à la petite fille de 6 ans qui, sans le vouloir, avait révélé une vérité douloureuse et changé le cours de l'histoire de notre famille. Après l'obtention de son diplôme, Claire a passé le concours du ministère de la Justice et a réussi. Elle est allée travailler dans un tribunal de province, pas très loin de notre village. Elle nous rendait visite dès qu'elle le pouvait, les week-ends, les jours fériés. Elle nous racontait des histoires de son travail, des affaires qu'elle traitait, particulièrement celles qui concernèrent des femmes en situation de vulnérabilité. « Mamie, sais-tu que je raconte ton histoire à beaucoup de femmes que je reçois ? Des femmes qui pensent qu'elles n'ont pas d'issue, qui sont prisonnières de mariages abusifs, qui croient qu'elles ne pourront pas se soutenir seules. Je leur raconte comment tu as recommencé à 0 à 43 ans, comment tu as tout construit à partir de rien. » Entendre cela de ma petite fille, savoir que mon histoire aidait d'autres femmes à trouver la force de recommencer, a été l'une des plus grandes satisfactions de ma vie. En 2005, Marcel est décédé.
une crise cardiaque foudroyante alors qu'il travaillait sur un chantier de construction. Après que Rosalie l'ait quitté, il avait traversé des moments difficiles. Il avait travaillé comme aide-maçon, il avait vécu dans des chambres louées, bu plus que de raison. Il avait essayé plusieurs fois de revenir à la maison, toujours avec le même discours de repentir, recevant toujours la même réponse négative. Quand j'ai appris sa mort, j'ai ressenti un mélange confus de sentiments. Tristesse pour l'homme que j'avais aimé un jour, pour le père de mes enfants, colère pour les mensonges, la trahison, le manque de respect, et aussi une sorte de soulagement, comme si un chapitre difficile de ma vie était enfin définitivement clos. Je suis allée à l'enterrement, bien sûr, j'ai apporté des fleurs, j'ai prié pour son âme. Henri est venu avec moi, m'a soutenu, a respecté mon deuil complexe pour un homme qui avait été si important et si destructeur dans ma vie. Une fois de plus, j'ai été surprise par sa capacité à comprendre les nuances, à respecter des sentiments contradictoires, à ne pas juger. La vie a suivi son cours. En 2008, Claire s'est mariée avec un collègue de travail, également magistrat. Une belle cérémonie où elle a insisté pour qu'Henri et moi ayons une place d'honneur. L'année suivante, est né notre premier arrière-petit-fils, le petit Lucas. Tenir cette petite créature dans mes bras, voir le visage de ma petite-fille reflété dans ce bébé, était comme boucler un cycle. De la petite fille qui avait révélé la trahison du grand-père, était né le garçon qui portait la promesse d'une nouvelle génération, avec des valeurs différentes, avec d'autres possibilités. En 2010, à 71 ans, j'ai décidé de me retirer de la gestion directe de la coopérative. Je ne me suis pas complètement retirée. Je continuais à développer des recettes, à participer à des salons importants, à donner des conférences sur l'entrepreneuriat féminin, mais j'ai passé le flambeau de l'administration quotidienne à une équipe plus jeune, dirigée par Sophie, ma fille, qui était devenue une cadre compétente après des années de travail à mes côtés. Cela m'a donné plus de temps pour profiter de la vie avec Henri. Nous avons voyagé davantage, lu davantage, passé plus de temps à prendre soin du jardin que nous avions créé ensemble dans notre cour. Un jardin qui mélangeait l'utile et l'agréable. Des herbes pour les conserves, des fleurs pour égayer les yeux, des arbres fruitiers pour les visites des petits-enfants et arrière-petits-enfants. En 2015, nous avons célébré nos 23 ans de mariage avec une fête simple dans le jardin, entourée d'enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, d'amis de longue date. Henri, toujours éloquent, a porté un toast qui m'a profondément émue. À Yvette, qui m'a appris que le véritable amour est celui qui nous fait grandir, non diminuer, qui m'a montré que la force n'a rien à voir avec les muscles ou la taille, mais avec la capacité de se relever après chaque chute, qui m'a fait l'honneur de partager la seconde moitié de ma vie, la meilleure moitié. 5 ans plus tard, en 2020, Henri nous a quittés. Un cancer du pancréas, de ceux qui sont silencieux et qui, quand ils se révèlent, sont déjà trop avancés. Ce furent 6 mois de lutte, d'hôpitaux, d'espoir qui s'évanouissaient à chaque nouvel examen. Je suis restée à ses côtés jusqu'au dernier moment, tenant sa main comme il avait tenu la mienne tant de fois quand j'avais peur, quand j'étais incertaine, triste. Dans les dernières semaines, quand il était déjà trop faible pour sortir du lit, il m'a demandé de lui faire la lecture. J'ai choisi 100 ans de solitude, le livre qu'il m'avait offert lors de notre première rencontre, 30 ans plus tôt. J'ai lu jusqu'au dernier chapitre, jusqu'à la dernière page, jusqu'à la dernière phrase. Il est parti sereinement, comme il avait vécu, avec un demi-sourire sur le visage, comme s'il venait d'entendre une blague particulièrement bonne que lui seul comprenait. La douleur de la perte a été immense, différente de tout ce que j'avais ressenti auparavant. Ce n'était pas la douleur colérique et humiliante de la trahison de Marcel, mais une douleur profonde, un vide qui semblait impossible à combler. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie perdue, sans savoir comment aller de l'avant. C'est Claire qui m'a aidée à retrouver mon chemin. Ma petite fille, maintenant une femme de 44 ans, une juge respectée, mère de 3 enfants, est venue passer un temps avec moi après le départ d'Henri. « Mamie, tu m'as dit une fois que quand papy Marcel était parti, tu avais senti que c'était la fin du monde, mais ça ne l'était pas. C'était le début d'une nouvelle vie. Maintenant, tu ressens la même chose, que c'est la fin du monde, mais ça ne l'est pas.
C'est juste un nouveau départ. Elle avait raison, bien sûr. À 81 ans, veuve pour la deuxième fois, j'avais encore beaucoup à offrir, beaucoup à vivre. Dans les mois suivants, je me suis consacrée à organiser les souvenirs d'Henri, les articles académiques, les lettres, les journaux de voyage. J'ai commencé à écrire mes propres mémoires, l'histoire de la coopérative, les recettes que j'avais développées au fil des années. En 2022, j'ai publié mon premier livre, Saveurs et sagesse, l'histoire d'une femme qui a appris à vivre après 40 ans. Un mélange d'autobiographie et de livres de recettes, où je racontais la trajectoire de la coopérative entremêlée avec les histoires des femmes qui en ont fait partie. Le livre, à ma surprise, a été bien accueilli. J'ai fait des présentations dans plusieurs villes, j'ai donné des interviews, j'ai participé à des émissions de télévision. Lors d'une de ces interviews, une jeune journaliste m'a demandé quel avait été le moment le plus difficile de ma vie. Beaucoup penseraient que c'était quand j'ai découvert la trahison de mon premier mari ou quand j'ai perdu le second, qui a été l'amour de ma vie. Mais non. Le moment le plus difficile a été quand j'ai dû décider si j'allais m'abandonner à la douleur et à l'humiliation, ou si j'allais utiliser cette douleur comme carburant pour me réinventer. Choisir la deuxième voie a été le plus difficile, et aussi le plus gratifiant. Aujourd'hui, à 86 ans, je regarde en arrière et je vois une vie riche, pleine, qui a pris des chemins que je n'aurais jamais pu imaginer cet après-midi lointain de 1982, quand une petite fille de 6 ans a dit innocemment qu'elle avait vu son grand-père embrasser la dame des fleurs. La coopérative que j'ai fondée avec mes amis emploie aujourd'hui plus de 100 femmes, exporte vers plusieurs pays, est reconnue pour la qualité de ses produits et l'impact social qu'elle génère. Mes enfants et petits-enfants ont suivi des chemins divers, mais tous portent un peu de cette force que j'ai découverte en moi quand j'en avais le plus besoin. J'habite toujours dans la même maison, prenant soin du jardin qu'Henri et moi avons planté ensemble, écrivant mes mémoires, recevant les visites des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des amis de tant d'années. Ce n'est pas la vie dont j'avais rêvé quand j'étais jeune. C'est bien mieux que tout ce que j'aurais pu rêver. Si je pouvais remonter le temps et parler à cette Yvette de 43 ans, dévastée par la trahison, humiliée, apeurée face à l'avenir, je lui dirais « N'aie pas peur. La douleur que tu ressens maintenant se transformera en force. Les larmes arroseront le jardin, où des fleurs plus belles pousseront. La vie n'est pas finie, elle ne fait que vraiment commencer. » C'est le message que je vous laisse à vous qui m'écoutez aujourd'hui. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'à maintenant, tant qu'il y a du souffle dans vos poumons, tant que votre cœur bat, il existe la possibilité de recommencer, de se réinventer, de vivre pleinement. Cette phrase qui semblait avoir détruit mon monde, « Pourquoi papy fait des bisous sur la bouche à la dame des fleurs ?» a été, en réalité, la clé qui a ouvert la porte de ma libération. Parfois, il faut que quelque chose se brise complètement pour que nous puissions construire quelque chose de nouveau, de plus fort, de plus authentique. Et c'est ainsi, mes chers, que cette petite fille de 6 ans, sans le savoir, m'a fait le plus grand cadeau que quelqu'un pouvait me faire. La chance de découvrir qui j'étais vraiment, de quoi j'étais capable et combien d'amour et de joie il y avait encore dans le monde pour moi. Si vous traversez un moment difficile maintenant, si vous sentez que votre monde s'est effondré, souvenez-vous de mon histoire. Souvenez-vous que j'avais 43 ans, peu d'instructions, aucune expérience de travail en dehors de la maison quand j'ai dû recommencer à zéro. Et non seulement j'ai survécu, mais j'ai fleuri. Vous aussi, vous pouvez le faire, croyez-moi. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous demander de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire en racontant si vous avez vécu quelque chose de similaire dans votre vie ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu. Partageons nos histoires, nos douleurs et nos victoires, car c'est ainsi que nous nous renforçons les unes à travers les autres, comme les maillons d'une chaîne qui ne se rompt pas. À la prochaine vidéo avec une autre histoire de ma longue vie. Que Dieu vous bénisse.